Je vais donc, comme on me l'a demandé, vous parler un peu des effets biologiques des radiations ionisantes. Peut-être que j'ai préparé un peu trop de diapositives. Si vous êtes un public averti, peut-être que je vais accélérer. On m'a dit de faire très simple. Au début, c'est très simple. À la fin, ça l'est moins. Donc, on peut supprimer la fin. On verra. Vous me direz en chemin. L'accro, je ne la présente pas. Vous allez avoir plusieurs conférences sur l'accro, et notamment David, qui est le président de l'accro. Il vous en parlera. En ce qui me concerne, je suis un des conseillers scientifiques de l'accro. Voilà, déjà, ça c'est... Alors, il a dû, à force d'attendre, il s'est bloqué. Ça arrive, c'est comme... Pas de souci. Ah. Voilà. Voilà. Donc je voudrais revenir sur quelques points, parce que pour parler des effets biologiques, c'est parler aussi de la dose, et je vais revenir sur quelques éléments de base, et vous me direz si je dois accélérer. Donc on va parler, et puis je voudrais surtout terminer par les questions actuelles qui entourent les faibles doses, c'est peut-être un peu l'objet qui vous intéresse plus particulièrement. Alors qu'est-ce que la dose ? Eh bien, il faut revenir d'abord sur ce que sont les radiations ionisantes. Les radiations ionisantes, il y a deux grands domaines. C'est celui des rayonnements particulaires, c'est-à-dire en gros tout ce qui est lié à la radioactivité. Et l'autre domaine, ce sont les appareils électriques. Quand on passe une radio, on est soumis à des radiations ionisantes, et c'est le deuxième domaine. Et que vous prenez des rayons X ou des rayons gamma issus d'éléments radioactifs, ce n'est pas très différent, les propriétés physiques sont les mêmes. Alors, ces émissions liées à des atomes qui sont instables, eh bien, c'est des émissions qui sont ce qu'on appelle des radiations ionisantes ou rayonnements ionisants. Les deux termes s'emploient, ça signifie la même chose. C'est à la fois des particules lourdes, tout comme celles que vous voyez ici qui sont des noyaux d'hélium, c'est des particules alpha, mais ça peut être des particules légères, comme des électrons ou des particules bêta, semblables aux électrons. Et enfin, ça peut être des rayonnements qui sont comme la lumière, mais un peu particuliers parce qu'ils sont ionisants. Et ces rayonnements-là, on va le voir, sont pénétrants. Alors, si on essaye de catégoriser un peu ces rayonnements, on peut les classer en deux grands groupes. Il y a des rayonnements qui sont peu pénétrants, mais vous voyez, ils vont faire dans un petit morceau de tissu biologique beaucoup de dégâts. Et puis il y a d'autres rayonnements qui sont très pénétrants et qui vont moins produire de dégâts de façon plus disparate. Et c'est en fait pour ça qu'on peut faire des radios, c'est parce que ces rayons vont traverser votre corps. Vous ne ferez pas des radios avec des particules alpha, vous ferez des radios avec des rayons X, par exemple, c'est le cas ici. Mais ceux-là qui ne traversent pas tout le corps vont déposer, vous le voyez, toute leur énergie dans un petit volume. Donc ils vont faire un grand nombre de dégâts. Et si on parle de radiation ionisante, c'est parce que la base des dégâts biologiques, ce sont des ionisations. On arrache un électron à une molécule, on crée une paire d'ions, c'est ça la base des dégâts biologiques. Et si vous voyez une particule alpha qui sont, elles, en contamination interne extrêmement dangereuse, eh bien vous voyez une particule alpha de 5 mètres, elle va par micron, par millionième de mètre, elle va créer sur son parcours 3300 ionisations, 3300 paires d'ions qui vont être créées. Donc c'est un grand nombre de dégâts. Alors, c'est ce qui nous amène à la définition de la dose. Qu'est-ce que la dose ? Eh bien, c'est cette énergie qui est déposée par quantité de matière irradiée. À chaque fois qu'on crée une paire d'ions, qu'on arrache un électron, on dépose à cet endroit de l'énergie. Eh bien, cette quantité d'énergie par quantité de matière, c'est ça la dose. Le Gray, qui définit la dose, c'est 1 joule par kilo. C'est bien une unité d'énergie par quantité de masse irradiée. Alors, on va définir la dose physique, qui est le Gray, et la dose biologique, qui s'exprime en Sievert, qui, elle, tient compte des dégâts biologiques. Évidemment, il y a des sous-unités, le millisievert, le microsievert. On va revoir ça, parce que je suis obligé de parler de dose constamment. Les voies d'exposition. Comment est-ce qu'on est exposé et distinguer d'une part ce qui relève de l'irradiation et d'autre part de la contamination.
Vous voyez ici, il y a une source de rayonnement externe, pénétrant, un individu présent, il est irradié. Son corps va être traversé par les radiations et évidemment, il y aura des dépôts d'énergie dans son corps. Par contre, la contamination, elle peut être de plusieurs voies possibles, par inhalation, quand on respire. Dans l'industrie nucléaire, les contaminations internes sont essentiellement produites par inhalation. Par ingestion, vous voyez la situation aujourd'hui à Fukushima, les gens sont exposés plutôt par ingestion. Exposition transcutanée quand on a une blessure, un chercheur maladroit qui manipule de la radioactivité, exposition transcutanée, ou exposition cutanée, c'est des dépôts sur la peau, et à un moment donné, ça peut traverser la peau et passer dans le corps. Voilà les différentes voies. Alors dans le domaine du public, vous le voyez, eh bien, une installation nucléaire, elle a des rejets en milieu aqueux, soit une rivière, soit la mer, et elle a des rejets gazeux atmosphériques. Ça mène à toutes ces formes d'exposition pour un individu qui est exposé. D'abord par inhalation, parce qu'il est dans un panache, le krypton qui sort de l'usine de la Hague, c'est des quantités phénoménales puisqu'il n'est pas retenu. Quand on respire du krypton 85. Ça, c'est l'exposition par inhalation. Mais ce nuage qui passe au-dessus de vos têtes, il vous irradie aussi de façon externe. Donc, exposition par inhalation, exposition externe. Et puis, en particulier quand il pleut, il y a des dépôts au sol. Ces dépôts au sol entraînent une exposition externe. Actuellement, dans la région de Fukushima, c'est des territoires contaminés et les gens sont exposés aussi par les dépôts qui sont des dépôts de radioactivité au sol. Et puis c'est des dépôts, c'est des doses par ingestion, parce qu'on mange, et on mange de la nourriture qui peut être contaminée suivant les voies de transfert. Voilà un peu ce qui se passe. Alors maintenant, si on revient à la contamination, ça veut dire que des particules radioactives sont rentrées dans notre corps. Ils peuvent être rentrés par la voie atmosphérique, par l'appareil respiratoire, ou par la voie ingestion, par le bol alimentaire, ou par la peau, en traversant la peau saine, ou au niveau d'une lésion. Une fois que tout ça s'est rentré dans le corps, par ces différentes voies d'entrée qu'on vient de voir, eh bien ça circule. Ça circule et ça va aller dans des organes cibles, et un exemple plus classique que vous connaissez, c'est l'iode, qui va aller dans la thyroïde. Pourquoi ? Parce que la thyroïde, elle a besoin d'iode. C'est mieux de lui mettre de l'iode stable, non radioactif, mais si c'est de l'iode radioactif qui est présent, vous concentrez l'iode dans la glande thyroïde. Progressivement, par des phénomènes physiologiques, ça se trouve éliminé, soit dans les urines, soit dans les fesses. C'est ce qui fait que pour les personnes qui sont exposées, eh bien, on les suit de cette manière-là par des examens radiotoxicologiques. Alors les effets biologiques. Les effets biologiques, on a raconté beaucoup de choses autour de ça, et notamment dans le passé, on a beaucoup insisté sur les aspects positifs de la radioactivité. J'ai retrouvé en faisant du ménage dans un grenier cet almanach Hachette, qui est un peu ancien. On y vantait les propriétés de la radioactivité à l'époque. Et vous voyez, on disait que c'était un parfait fécondant, c'est plutôt l'inverse. On disait que c'était un élixir de vie, c'est plutôt aussi l'inverse. Et enfin, alors le clou du clou, c'est que c'est le seul traitement spécifique contre l'artériosclérose. Vous voyez, si ça valait le coup d'être contaminé par la radioactivité. Ça, c'est ancien. Si on regarde plutôt aujourd'hui, c'est une conférence de presse que l'ACRO a fait il n'y a pas très très longtemps. C'est tout ce que l'on entend sur cette escroquerie, sur le terme du bien-être, sur ces ions négatifs que l'on entend. Et l'ACRO a pu faire des analyses, par exemple, sur des housses de matelas dont on vous vend les propriétés des anions et que vous dormez bien. Je ne vous cite pas tout ça, mais ça fait tout. Hein. Il n'y a rien qui manque ici. Ça élimine la fatigue, ça enlève les migraines, ça soigne le diabète, ça réduit le stress, ça lutte contre les faiblesses sexuelles. Ça fait tout, tout et tout. Il ne manque rien. Ça ne fait pas le café, c'est la seule chose qui manque. Ça soigne les caries dentaires, les problèmes dermato, je passe. Ces fameux ions négatifs. Et où est-ce qu'on les a trouvés ? Dans des housses de matelas, où on vantait ses propriétés et où effectivement c'est de la radioactivité qui a été rajoutée.
Et puis on les a retrouvés aussi parce qu'on a analysé à un moment donné des serviettes périodiques, des protections hygiéniques pour les femmes. Eh bien, on a retrouvé des bandelettes en surface qui sont chargées en thorium et en descendant du thorium. Donc vous voyez l'aberration aujourd'hui, et ça, c'était pas 1926, c'était une conférence de presse toute récente de l'ACRO, et dans une conférence que je faisais à l'université sur le sujet, devant des étudiantes en master, il y a une étudiante qui vient me voir le lendemain en me disant « mais j'en ai acheté un gros stock pour des raisons d'économie, qu'est-ce que c'est ?» Ben, je lui dis « c'est exactement ça, tout ça tu peux le mettre à la poubelle, c'est rechargé en thorium radioactif. » Donc voilà, ces lésions que l'on voit apparaître, c'est ce qui fait l'importance de la prévention. Ces lésions, elles sont, je vous ai dit, la base des dégâts biologiques, c'est les ionisations. Ces ionisations, elles se déroulent dans une échelle de temps de 10-15 secondes. Donc vous divisez une seconde par 15 avec 1 et 15 zéros derrière, vous voyez que c'est instantané. Donc on ne peut rien faire contre les radiations, on peut simplement faire de la prévention. Ils vont agir comment? En cassant des molécules du vivant, et aussi quelque part, parce que notre corps est essentiellement constitué d'eau, plus de 70% c'est de l'eau, eh bien ils vont transformer ces molécules d'eau en agents chimiques très agressifs qu'on appelle des radicaux libres. Donc c'est tout ça au départ, et puis ça entraîne des réactions moléculaires, des lésions biochimiques, et en particulier sur notre patrimoine génétique qui est l'ADN, et ensuite des dégâts au niveau cellulaire, et puis, vous le voyez, à très très long terme, des dizaines d'années après, ça peut induire des cancers, et quand c'est les cellules sexuelles qui sont atteintes, ça peut être des mutations génétiques dans la descendance. Donc vous voyez cette échelle de temps entre l'instantané et des dizaines d'années plus tard, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors je ne vais pas insister sur les aspects biologiques, juste vous dire qu'on distingue deux grands groupes d'effets biologiques. D'une part, des effets déterministes. Quand on parle d'effets déterministes, c'est des choses que l'on voit cliniquement. Par exemple, des brûlures cutanées, ça se voit cliniquement. C'est des effets déterministes. En général, ils sont à court terme. Mais ce sont des effets à seuil. Ça veut dire qu'en dessous d'un certain seuil, on ne peut pas les voir apparaître. Et puis, l'autre phénomène, l'autre partie de ces dégâts biologiques, c'est ce qu'on appelle les effets aléatoires ou stochastiques. Et pour l'essentiel, c'est les risques d'induction de cancer. Il y a aussi des effets non cancérogènes, je vais en dire un mot, et ce sont les effets génétiques. Et ça, c'est à très long terme. Voilà, je vous avais mis des travailleurs qui ont été irradiés accidentellement avec les 3 degrés de brûlure que l'on décrit classiquement. Ça, ce sont le résultat, non pas d'exposition normale pour des salariés exposés, mais c'est le résultat d'accidents d'exposition. Donc voilà, les effets déterministes, eh bien, ce sont des effets à seuil, ils sont relativement graves, mais ils peuvent se réparer. Et la réglementation fait qu'on ne doit jamais les voir apparaître. Si on les voit apparaître, c'est qu'il y a eu un accident. Quant aux effets stochastiques, pour l'essentiel les cancers, l'objet de la réglementation, c'est de faire qu'on soit au niveau le plus faible possible. Alors ces valeurs, je vais vous parler réglementation parce que le législateur a quand même mis un holà à un certain niveau et il a introduit des valeurs limites réglementaires à la fois pour le public, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez une personne du public c'est 1 millisievert, je vous ai parlé de la dose biologique et le sievert, 1 millisievert par an, c'est pour le public. Et puis vous voyez pour des travailleurs au maximum 20 millisieverts par an. Il y a une case sur laquelle je vais revenir, c'est ce qui concerne, il y a des expositions corps entier, mais il y a parfois des expositions par organe, et en particulier la peau, les extrémités ou le cristallin. Et je vais revenir sur cette valeur pour vous expliquer pourquoi elle a été abaissée. La femme enceinte, très important aussi, durant la grossesse, l'exposition doit être limitée à 1 millisievert sur cette période. Alors les évolutions
de ces normes de base en radioprotection, elles sont très importantes et c'est intéressant de revenir un petit peu historiquement, parce qu'on est aujourd'hui en 2018, mais vous savez que c'est en 1896, je m'y perds déjà, en 1896, qu'on a découvert les rayons X. Et qu'est-ce qu'on a constaté très vite, c'était pas 30 ans ou 40 ans après, c'est déjà, dès la découverte des rayons X, tout de suite, on a décrit, c'est un certain Grubet qui l'a fait, qui a décrit les lésions qui apparaissaient sur les mains des manipulateurs. C'est pratiquement dans la même période que la découverte des rayons X. Et puis, quelques années après, 1902, on a vu ces lésions apparaître très vite et on a constaté les cancers cutanés et les leucémies provoqués par les rayons X, mais également, on le verra, par ceux qui manipulaient déjà à l'époque le radium. Dans les années qui vont suivre, ils vont payer, ces manipulateurs, ils vont le payer un prix très cher. Et parfois au niveau de leur vie. Quelque part, ça a donné lieu à une nouvelle science expérimentale qu'on appelle la radiobiologie. Et vous le voyez, dès 1910, quand on dit est-ce que les radiations peuvent produire ou pas des cancers, mais ça on le sait dès 1910, parce que de 1910, expérimentalement, on a irradié des souris et on a vu le résultat en termes d'induction de cancer. C'est la radiocancérogénèse. Ces cancers cutanés, en 1906, on a fait un premier bilan des cancers radio-induits. On en a décrit près de 200, essentiellement des leucémies et des cancers cutanés. Et puis, c'est l'action mutagène, vous avez tous vu ça dans vos études, sur la mouche du vinaigre et la drosophile, où on a pu décrire l'action mutagène. Donc cette action nocive des radiations, elle va être quand même largement reconnue à partir de 1913-1915. Ce sera parfaitement décrit dans la littérature. Alors ce tableau, ce n'est pas du tout pour vous en parler, mais c'est pour vous montrer comment ces normes de base ont évolué dans le temps à partir de l'évolution des connaissances scientifiques. Vous le voyez, si on remonte aux premières recommandations de 1928, avant il n'y avait rien, les premières recommandations sont apparues en 1928. On était, alors c'était une autre unité qu'on employait à l'époque, mais je l'ai traduite pour avoir la même unité qu'aujourd'hui. Les limites pour les travailleurs, c'était des limites par jour, pas par an, et on était plutôt de l'ordre de 1000 millisieverts par an. Aujourd'hui, et c'est encore le cas actuel, on est plutôt à 20 millisieverts. C'est-à-dire qu'on a réduit progressivement, vous le voyez, par un facteur 50. Et on l'a réduit, pourquoi? Par la connaissance scientifique qui s'est développée et qui nous a apporté des informations nouvelles. Alors ces informations qui sont apportées par la connaissance scientifique, ça demande bien sûr des avancées technologiques. Je ne vais pas toutes vous les dérouler, mais une avancée technologique intéressante qui touche le patrimoine génétique, parce que c'est quand même lui le point sensible, avec l'action mutagène et cancérogène, il faut que ça touche nos gènes, notre patrimoine génétique, l'ADN. Eh bien, auparavant, quand on regardait les lésions sur l'ADN, on le faisait en regardant ce qu'on appelle des cassures chromosomiques. Ça, c'était facile à voir. On met des cellules en culture, on voit des cassures chromosomiques. Mais cette durée de vie est très courte parce que les cellules meurent assez rapidement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir des lésions sur le génome qui sont, elles, durables, parce qu'elles sont non létales, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas la mort de la cellule. Et là, avec une technique nouvelle, enfin nouvelle, elle n'est pas toute récente, qu'on appelle la technique Fish, ce qu'on appelle la peinture des chromosomes en quelque sorte, vous voyez les images que ça donne, eh bien, on a pu mettre en évidence ce qu'on ne pouvait pas faire avec les cassures chromosomiques, on a pu mettre en évidence ces lésions sur les travailleurs du nucléaire. Vous voyez ici la situation contrôle, vous voyez ici pour des travailleurs travaillant sur des réacteurs nucléaires, ici pour des personnes qui ont été faiblement exposées au plutonium, et ici des travailleurs fortement exposés au plutonium. Et ça, ce sont les aberrations intrachromosomiques. Ici, ce sont les aberrations interchromosomiques.
mais des aberrations que l'on conserve. Et ça donne des informations que l'on ne pouvait pas avoir avant. Donc vous voyez, les outils biotechnologiques qui apparaissent ont donné des informations très importantes et utiles pour la connaissance des dégâts biologiques. Alors, les révisions en cours, c'est quoi? Eh bien, vous le savez, c'est ce qu'on appelle la relation dose-effet, c'est-à-dire que plus la dose augmente, plus la dose de radiation augmente, plus le risque de cancer augmente. Ça, c'est parfaitement connu dans un certain domaine de dose. En gros, en dessous, ce qui nous intéresse, c'est en dessous de 100 mg, qu'est-ce qui se passe? Et donc, tout le débat au cours du temps, c'était de regarder, en grossissant cette partie-là, c'était de regarder la forme de la courbe dans ces domaines des faibles doses. Est-ce qu'elle était comme ça, ou linéaire, ou supralinéaire? Vous voyez bien que quand on est ici, à un point dose, ici, si je suis dans cette relation, vous voyez l'effet. Si je suis ici, vous voyez que l'effet est plus grand. Si je suis en relation linéaire, vous voyez que l'effet est encore plus grand. Eh bien, au cours du temps, les commissions scientifiques, et notamment une commission importante pour nous qu'on appelle la CIPR, a évolué à chaque fois dans ce sens-là. Donc, en augmentant le risque radio-induit, et aujourd'hui, on est dans l'hypothèse linéaire sans seuil. La question, c'est est-ce qu'on ne serait pas aussi, dans ce domaine des faibles doses, dans une relation supralinéaire, ce qui nous amènerait à des effets pour une même dose, à des effets encore plus importants. Ça, c'est le débat actuel. Alors, là encore, j'ai mis remise en cause du dogme de la radiobiologie. C'est quoi le dogme de la radiobiologie? Ça veut dire qu'une cellule ne peut présenter des dégâts que si elle a été traversée par des radiations qui lui ont créé ces dégâts dans la cellule. Et en fait, dans les années récentes, toute une série de publications sont sorties. Je vous ai mis que les titres, mais je ne vais pas vous en dire plus. Le dogme de la radiobiologie, vous voyez, c'est je vais irradier une cellule ici. C'est celle qui va se trouver ici en rouge irradié. On a maintenant, là encore, avec ces évolutions biotechnologiques, on a la possibilité, on a des outils qui nous permettent de voir et de distribuer de la dose avec des microfaisceaux dans une seule cellule, dans un tapis cellulaire. Et ça, c'est un élément totalement nouveau. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, c'est qu'évidemment, les dégâts étaient présents dans la cellule irradiée, que voici, qui a été traversée par les radiations, mais on trouve des dégâts dans les cellules voisines qui n'ont pas été irradiées. Et quand on regarde ce qui se passe ici, je reviens à ces échanges chromosomiques dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, si la relation était ce qui est le dogme actuel, une relation linéaire, on aurait cette courbe. En fait, la réalité, c'est que c'est une relation supralinéaire. Ça veut dire que dans les faibles doses, l'effet est encore plus important que ce qui était décrit. Et un autre exemple, là, ce sont des mutations à la surface, des antigènes de surface d'une cellule. Quand on regarde la relation linéaire théorique, ça donnerait ça. Et quand on regarde expérimentalement ce qui se passe vraiment, eh bien, on a une relation supralinéaire, et ça rejoint la relation linéaire après, mais dans les faibles doses, on a un effet qui est amplifié. Un article qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, et là encore qui est lié à des avancées biotechnologiques, vous voyez que c'est ça qui est important, c'est ça le moteur, c'est que jusque-là, si vous n'aviez pas en vous des pouvoirs de réparation des lésions radio-induites, du fait que vous êtes exposé constamment par les rayons cosmiques, par la radioactivité du sol, eh bien, votre espérance de vie serait environ de 25 ans. Or, vous avez une espérance de vie au-delà de 100 ans pour la plupart d'entre vous. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est ce pouvoir des radiations, ce pouvoir de réparation des dégâts radio-induits. On s'y est intéressé en regardant justement ces lésions sur les chromosomes et le fait que ces chromosomes se trouvent cassés. Jusque-là, on ne pouvait voir ce phénomène que par une technique que je ne vais pas vous décrire, mais une technique qui ne pouvait
être visible que dans un domaine de dose très forte. Vous le voyez, c'est la partie en rouge. On est de l'ordre du gré. C'est une dose pratiquement d'irradiation thérapeutique. C'est une dose accidentelle. Et puis, développement biotechnologique majeur, on a été capable de mettre en place une technique de biologie cellulaire qui nous permet de voir ces cassures dans des domaines de dose beaucoup plus faibles, et notamment 1000 fois plus faibles, de l'ordre du milligré. Et là, c'est un élément complètement nouveau qui est apparu. L'idée, c'était de dire, plus les doses sont faibles, plus la cellule répare facilement, parce qu'elle a le temps, parce qu'il n'y a pas trop de dégâts, donc c'est facile de réparer. Et puis quand on regarde ce qui se passe, les réparations, vous voyez ici avec une dose de 20 mg, vous voyez que dans le temps, on finit par réparer, c'est la partie blanche de cette colonne, on finit par réparer en partie au bout de 24 heures. 5 mg, 4 fois plus faible, ça répare, mais un peu moins. 1 mg, 20 fois plus faible, ça ne répare plus. C'est complètement l'inverse de ce que l'on pensait. On pensait que plus la dose était faible, plus on réparait. Et en fait, cette démonstration, mais grâce à cet apport biotechnologique, une technique de biologie cellulaire, nous démontre que c'est l'inverse. Ça, c'est la partie radiobiologie. Les données épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des populations que l'on suit et on regarde en particulier les cancers qui apparaissent dans ces populations exposées. Donc là, on a eu énormément quand même de données. Les premiers, c'était, j'arrive difficilement à lire, 1950, les médecins radiologiques, les médecins radiologues du début du siècle, qui eux étaient très exposés. On a eu ces femmes qui peignaient les cadrans lumineux. On a encore pas si longtemps cet exemple en Haute-Normandie, dans la région de Bayard. On a eu, et surtout, toute la radioprotection est encore largement basée là-dessus, les survivants d'Hiroshima et Nagasaki. On a maintenant des populations de travailleurs du nucléaire qui sont suivies dans 15 pays. On s'est intéressé aux expositions naturelles, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, et puis on s'intéresse aujourd'hui à ces patients qui sont exposés à des fins radiodiagnostiques. Et tout ça, ça nous amène des informations qui complètent largement ce que nous ont apporté les études sur les survivants d'Hiroshima-Nagasaki. Eh bien, vous l'avez encore entendu après les débats récents sur Fukushima. En gros, tous ceux qui vous disent que circuler, il n'y a rien à voir, la radioactivité finalement, c'est pas dangereux, en particulier dans le domaine des faibles doses, c'est tous ceux qui vous expliquent qu'en dessous de 100 millisieverts, circuler, il n'y a rien à voir, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. En fait, c'est plus difficile à démontrer, mais on va voir qu'on voit quand même quelque chose, et ces gens-là considèrent en fait que cette valeur de 100 millisieverts serait en quelque sorte un seuil d'innocuité. Comme la plupart des gens actuellement exposés autour de Fukushima, à part les travailleurs, tous ceux qui sont intervenus, sont en dessous de 100 millisieverts. Pour eux, vous ne verrez rien en conséquence de la catastrophe de Fukushima. C'est toujours par an, excusez-moi, c'est toujours par an. Hein. C'est toujours par an, 100 millisieverts par an. En dose totale, c'est-à-dire en dose totale. Quelle dose ça peut être en quelques mois ou ça peut être en plus longtemps. C'est pas par an là. En fait, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est très très intéressant, qui a beaucoup été repris. Et l'intérêt de ce papier finalement, c'est ses auteurs. Vous savez, les épidémiologistes, ils publient ensemble en épidémiologie. Les radiobiologistes, ils publient ensemble en radiobiologie. On publie dans sa discipline scientifique. Et là, tous les grands noms connus sur la scène internationale se sont rassemblés pour défendre l'hypothèse linéaire et sans seuil qui est contestée par ceux qui disent qu'en dessous de 100 millisieverts, il ne se passe rien. Et ils considèrent que cette hypothèse linéaire et sans seuil, c'est sans doute la meilleure approche. Et quand ils rassemblent les données épidémiologiques, vous voyez ce qui est significatif, c'est en rouge, et vous voyez qu'on a des populations jusqu'à 34 millisieverts, où la relation est significative, donc nettement en dessous de 100 millisieverts. Ça, c'est pour cadrer. Alors, parmi toutes ces études, eh bien,
celle qui devient intéressante aujourd'hui, c'est les études, on appelle ça les études scanner chez les enfants, c'est les études qui sont faites en radiodiagnostic. Parce que lorsque vous subissez un examen scanner, vous prenez des doses non pas supérieures à 100 millisieverts, mais des doses de quelques millisieverts. Un scanner, c'est bien plus irradiant qu'une radio quand même. Eh bien, il y a eu ici des travaux qui ont été très intéressants de publier, et en particulier des évaluations prospectives du risque. C'est en particulier les travaux qui ont été publiés par Miglioretti en 2013, où lui, il part de l'idée qu'on se fait de la relation dose-risque, et il applique ça aux doses prises par des personnes qui suivent des examens radiodiagnostiques. Et il en déduit des cancers attendus. Mais c'est des cancers purement théoriques. On ne les connaît pas, ils ne sont pas identifiés. Et donc, par exemple, il estime qu'aux États-Unis, avec 4 millions de cancers par an, 4 millions de scanners par an, eh bien, on s'attend à un excès de 4870 cancers. Ils sont pareils, ces cancers, c'est des cancers théoriques. Et c'est donc ce que l'on reproche. Pourtant, les anglo-saxons pratiquent ça. Eux, ça ne les dérange pas du tout de faire des publications scientifiques, c'est à des fins de prévention, de dire voilà ce que seraient les cancers attendus. Et voici par exemple des publications scientifiques où on vous dit le total, je ne vais pas rentrer dans les détails des organes exposés, mais le total sur 57 millions de scanners, on s'attend à 18 000 cancers chez la femme, 11 000 chez l'homme, et au total 29 000 cancers. Ça, les chercheurs français se refusent à le faire. Ils ne veulent pas publier de telles choses du fait que ça fiche la trouille aux gens et ils refuseront les examens radiodiagnostiques. Ce qui n'est d'ailleurs pas mon propos, parce que je pense que les examens radiodiagnostiques, quand on n'en abuse pas, il y a des doses inutiles, mais quand on n'en abuse pas, sont complètement utiles. Mais sur la base de cette crainte, les chercheurs français se refusent de faire ça. Alors maintenant, je vais terminer là-dessus, il y a 2 publications très importantes sur ces études scanner enfants qui sont sorties et qui ont fait couler beaucoup d'encre. La première étude, c'est celle de Pierce, qui a été publiée dans le journal scientifique The Lancet. Pierce et son équipe, c'est pas que lui. Ils se sont intéressés à une population d'enfants, alors inférieurs à 22 ans, c'est pas que des enfants, mais c'est des jeunes. C'est des jeunes parce que les jeunes sont plus radiosensibles. Une population de 178 604 patients qui ont subi des examens scanners. Et ils ont subi 284 000 environ scanners. Et qu'est-ce que l'on observe, ces courbes que vous voyez ici? Eh bien, c'est que le risque de leucémie, quand on a fait des scanners de la région thoracique, c'est que le risque de leucémie, quand on compare le groupe 5 mg versus le groupe 30 mg, le risque de leucémie est multiplié par plus de 3. Quand on parle de risque relatif, c'est le ratio de les cancers que l'on constate qui sont observés cliniquement sur les cancers que l'on attendait dans une situation normale contrôle. Ça veut dire que ces risques de leucémie, parce que quand on irradie la région thoracique, on irradie la moelle osseuse, et la moelle osseuse, c'est ce qui est quelque part l'organe radiosensible pour les leucémies. Et puis quand on regarde les scanners de la tête, là encore, très faible dose versus dose moyenne, eh bien, les cancers du cerveau sont multipliés par 3,32. Tout à l'heure, je vous parlais de cancers théoriques. Là, ce n'est pas des cancers théoriques, c'est des vrais cancers. On s'est intéressé dans les hôpitaux à répertorier ces populations que l'on a suivies pendant un certain temps et on a regardé l'apparition de ces cancers dans ces populations. Là, c'est des vrais cancers. L'autre papier qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le papier de l'équipe australienne de Matthews, qui a été publié l'année suivante en 2013, donc c'est des papiers tout récents. Elle est très importante, ça, parce que c'est une très grande population qui a été étudiée. La cohorte exposée ici, entre 0 et 19 ans, toujours les jeunes, c'est 680 000 individus.
et ils ont été suivis jusqu'en décembre 2007. Là, ils n'ont pas mesuré la dose, mais ils ont estimé une dose moyenne par scanner d'environ 4,5 millisieverts. 4,5, c'est quand même très en dessous de 100 millisieverts, quand même, vous en conviendrez. Et qu'est-ce que l'on constate? Alors cette fois, c'est tout cancer confondu, c'est pas que les leucémies et les cancers du cerveau. Tout cancer confondu, on a une augmentation qui est tout à fait significative de 24% de tous les cancers. Et quand on regarde chez les plus jeunes encore, de 1 à 4 ans, eh bien c'est 35% d'augmentation de tous ces cancers. Et là encore, ce sont des cancers qui sont des cancers authentiques. Simplement, le suivi, il est que de 9,5 ans. Or, on le sait, les cancers, ça peut... Actuellement encore, il y a des cancers qui apparaissent du fait des explosions nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Donc, quelle sera à l'avenir l'augmentation de ces cancers en excès? C'est une question. J'espère que les auteurs y répondront dans une dizaine d'années. Juste, j'ai insisté sur les cancers. C'est la dominante. C'est la dominante. Maintenant, il n'y a pas que ça. Les effets biologiques autres que les cancers, on a des données récentes qui montrent qu'on a aussi des effets non cancérogènes qui apparaissent. Je vais juste avec 2 diapos vous les citer sans entrer dans les détails. D'une part, ce qu'on appelle les pathologies non cancéreuses, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques, les maladies digestives, les maladies respiratoires. Mais c'est surtout les maladies cardiaques. Et les données de la littérature tout récentes montrent qu'on est en excès significatif du fait des expositions subies par ces personnes, et en particulier par l'accord des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, où on voit apparaître maintenant ces pathologies non cancéreuses en excès significatif. L'autre élément qui est à souligner, y compris parce qu'il y a une traduction réglementaire à ça, c'est, là vous voyez que la connaissance scientifique avec le temps, elle évolue. Jusque-là, les cataractes radio-induites étaient parfaitement connues chez les travailleurs exposés, et en particulier les travailleurs exposés aux neutrons. Et on estimait, je vous ai dit que c'est des effets déterministes, donc il y a un seuil d'apparition. On estimait que ce seuil était de l'ordre de 5 degrés pour l'exposition aux neutrons et 10 degrés pour l'exposition aux rayons X. Eh bien là encore, on s'est largement planté. Et on a aujourd'hui toute une série d'études épidémiologiques parfaitement convergentes, que ce soit les personnels en radiologie, les astronautes, les enfants de la région de Tchernobyl, les liquidateurs, les études, scanners, les survivants d'Hiroshima, toutes vont dans le même sens. On s'est planté sur ce soi-disant seuil. Il n'est pas de 5 ou 10 degrés, la CIPR vient de le réviser, il serait plutôt de 0,5 degrés. On s'est planté d'un facteur 10 à 20 quand même, c'est pas anodin. Et aujourd'hui, on se demande vraiment, est-ce qu'il y a un seuil pour le risque cristallin? La CIPR a révisé son fusil quant à ce risque radio-induit en l'abaissant d'un facteur 10, et on se demande donc est-ce qu'il y a vraiment un seuil. En tout cas, le législateur en a pris conscience et l'a intégré. La limite pour les travailleurs les plus exposés pour le cristallin était de 150 millisieverts par an. Elle vient par un décret qui est sorti au journal officiel le 6 juin 2018. Vous voyez que c'est tout récent ce dont je vous parle. Elle vient d'abaisser par un facteur très important. Elle vient d'abaisser ce niveau à 20 millisieverts.